Alors, bienvenue à toutes, à tous. Je suis Anne Chevrel du cabinet Vox Opératio. Nous avons accompagné les services de la ville dans cette mission d'études 5G sur la conception et l'animation de cette mission. Et nous allons ce soir animer cette restitution qui va nous permettre de vous présenter les résultats de cet avis qui a été conçu par une quarantaine de personnes, élus et non élus, qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs semaines pour permettre de concevoir cet avis. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat et en tout cas dans les résultats, je vais proposer à Pierre Janin, qui est le pilote de cette mission, de prendre la parole pour nous présenter l'intention, la méthode et puis quelques repères sur cette mission d'études 5G. Pierre, je vous en prie. Oui, merci Anne. Bonsoir à tous. Merci de votre participation à cette réunion de restitution des résultats de la mission 5G que nous allons vous présenter dans l'heure qui suit. C'est les résultats d'un long travail de 4 qui a regroupé près de 50 personnes sur beaucoup de réunions et qui ont travaillé de façon sérieuse, de façon rigoureuse. L'objectif initial que nous avions était de produire un avis sur les conditions de déploiement de la 5G à Rennes, sur la ville de Rennes, et cela dans une démarche participative, de participation citoyenne. C'était les objectifs qu'on s'était donnés. Alors, quelques mots sur la démarche qu'on a mise en œuvre et qu'on a suivie pendant ces 4 mois. On a essayé au maximum d'avoir une approche rigoureuse, que je me permettrais de dire scientifique, mais surtout transparente et aussi sans a priori non biaisée. Repartir de la base avec, on le verra tout à l'heure, avec un suivi, un support méthodologique de la Commission nationale pour le débat public, dont Karine dira quelques mots tout à l'heure. Alors, on a essayé aussi de suivre une analyse qui couvrait tous les aspects, pas simplement les aspects d'usage, pas simplement les aspects technologiques ou économiques ou emploi, mais aussi les impacts de cette technologie sur l'énergie, l'environnement, la santé, les impacts sociaux et sociétaux aussi. On a essayé de couvrir vraiment tous ces aspects pour essayer d'avoir un avis le plus large possible, le plus éclairé, on dirait, possible. Alors, cet avis que nous vous présentons ce soir a été construit par 40 participants, qu'on appelle les membres de la mission, et qui se décompose en 2 groupes, 20 citoyens, qu'on appelle non élus, et 20 élus, donc 2 groupes qu'on va appeler élus, qui ont travaillé pendant 12 séances de travail, 12 réunions avec en total plus de 40 heures de réunions. On a commencé par 2 séances d'information à cette technologie pour que ces 40 participants aient une connaissance technique commune. Et puis, on a démarré 6 ateliers qu'on a appelé thématiques, qui couvraient chacune des thématiques dont je vous ai parlé, à chaque fois en invitant des experts. On a invité plus de 19 experts lors de ces 6 ateliers, avec des experts, des scientifiques, des académiques, mais aussi des représentants d'associations locales, nationales. On a invité les opérateurs aussi, les 4 opérateurs principaux, et puis des acteurs économiques locaux, et puis aussi des grands noms, des philosophes, des sociologues nationaux ou locaux qui, à chaque fois, ont répondu à nos questions et nous ont donné leur message. Suite à ça, on est passé à 3 séances d'écriture où l'avis a été écrit, où les groupes d'élus et les groupes de non-élus et le groupe de non-élus ont travaillé en parallèle, de façon séparée, pour produire des avis indépendants. Un avis qu'on appelle encore une fois non-élu, qui est l'avis des citoyens non-élus, et un avis. On a cherché aussi tout au long de cette mission à communiquer, à être transparent, et chaque atelier enregistré et diffusé
quelques jours après sur Internet, où tous les débats étaient disponibles. Et on a essayé aussi de rendre disponibles régulièrement les contenus des échanges et certains documents. À la fin de tout cela, on se retrouve aujourd'hui avec un avis tout chaud, parce que le fichier vient juste d'être finalisé, donc c'est vraiment tout chaud, et qu'on souhaitait vous présenter directement aujourd'hui de manière, je dirais, en première, en primeur. On se retrouve avec un avis où 54 propositions ont été émises par les deux groupes qui ont été, alors vous aurez accès à ce fichier, il va être mis en ligne juste après la réunion, mais c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. 34 propositions ont été émises par les deux groupes, qu'on a organisées en 8 axes d'action différents, et ces propositions répondent à 80 enjeux qui ont été identifiés par les deux groupes à partir de 70 constats. Donc vous voyez, il y a de la quantité, et on verra, il y a de la qualité aussi dans le travail, et une synthèse un petit peu de ces résultats qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Évidemment, on ne couvrira pas les 54 propositions, les 80 enjeux, les 70 constats, sinon on en aurait pour 3 heures, mais on va essayer de vous donner quand même une vision assez complète de ce travail. Voilà, Anne. Merci encore à vous. Merci Pierre. Vous pouvez le constater, un travail assez considérable qui a été réalisé, un travail qui a sollicité la participation de la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a nommé 2 garantes qui ont suivi et accompagné cette démarche. Et je vais passer la parole immédiatement à l'une des garantes, qui est Karine Bess, et qui est avec nous en ce moment. Karine, je vous en prie. Oui, merci Anne, et bonsoir à tous. Alors voilà, donc je m'exprime aussi au nom de ma collègue Marie Guichawa, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Alors, lors de sa séance plénière du 7 octobre 2020, la Commission nationale du débat public nous a désigné, donc Marie Guichawa et moi-même, pour effectuer une mission de conseil méthodologique, d'expertise et de garantie sur cette mission 5G, à la demande de la ville, qui l'a fait donc de manière volontaire. Et donc là, on est dans l'application du Code de l'environnement, voilà, où il est stipulé que des collectivités qui entament des démarches participatives peuvent demander conseil et garantie de la CNDP. Il y a aussi des garantes CNDP sur une autre démarche sur la ville de Poitiers, qui est en train de faire une démarche aussi un peu similaire sur la question de la 5G. Alors, rapidement quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas une petite présentation de la CNDP, qui est la Commission nationale donc, du débat public, créée en 1995, et elle est devenue une autorité administrative indépendante en 2002. Donc, en fait, c'est un peu comme le CSA sur l'information, on est autorité administrative indépendante. Et donc, le rôle principal, c'est de faire respecter le droit constitutionnel de la participation et de l'information du public sur les projets ou programmes, qu'ils soient publics ou privés, qui peuvent porter atteinte à l'environnement. Et donc, la CNDP organise des débats, et aussi, donc, elle garantit, comme dans ce cadre-là, des démarches de concertation, et elle émet avis et recommandations. Et donc, il y a un pool de plus de 250 garants en France qui est amené à faire ce genre de mission. Alors, nous, ça a été un grand intérêt de suivre cette mission originale mise en place par la ville de Rennes, une méthode qui a été librement inspirée d'une méthode principale qui est la conférence de consensus. Et puis, très rapidement, notre rôle dans la mission, donc déjà, au-delà du rôle, c'est notre indépendance vis-à-vis de toutes les parties prenantes, donc y compris la ville de Rennes. Nous sommes donc bien reliés à la CNDP, et nous ne sommes pas consultantes de la ville de Rennes. Et bien sûr aussi une neutralité sur la question de la 5G, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'avis sur la 5G à formuler. Ensuite, notre rôle, c'est aussi le conseil et la prescription sur la méthode. Je vais y revenir de suite après. Et puis, notre rôle également, c'est de garantir les valeurs de la CNDP dans ces démarches de participation citoyenne. Les valeurs, je les rappelle rapidement, et puis M. Jeannin les a rappelées, certaines valeurs de la participation: transparence et complète information du public, égalité de traitement de tous les participants,
Et donc, on verra ici que dans cette mission, ça a été particulièrement important de pouvoir garantir ça. L'argumentation aussi, hein, donc que ce sont bien les arguments qui rentrent en compte dans les débats et les échanges, hein, avec cette idée que chaque participant peut rester ouvert aux arguments des autres. Et puis l'inclusion, c'est vrai que dans les démarches participatives, on va demander à ce que les promoteurs de ces temps de participation, hein, de ces dispositifs de participation, puissent aller à la rencontre de tous les publics. Alors, donc, on a fait donc, principalement de l'organisation, de l'observation et de la garantie. Donc, on a pu observer à nous deux, avec ma collègue Marie Guichawa, l'ensemble des nombreuses rencontres. Et donc, on s'est entretenu avec les acteurs 5G, les participants ou la ville de Rennes. Et puis, donc, on a produit un bilan intermédiaire que je vous inviterai à aller voir donc sur le site de la ville de Rennes dédié à la mission 5G. Et puis, on va produire un bilan final qui donnera notre avis donc, sur la méthode, hein, sur le débat et sur les sujets, sur la manière dont les sujets ont été débattus, à paraître fin avril, début mai. Alors, voilà, je reviens très rapidement sur la prescription, donc sur la méthode, hein, qui était quand même un rôle actif au-delà de l'observation, et donc dont la ville de Rennes n'était pas du tout contrainte à tenir compte, hein, puisque c'est le cas dans ce cadre de figure. Donc, on émet des prescriptions. Donc, la ville de Rennes avait déjà élaboré sa méthode globale hein, quand on est arrivé, mais donc elle a été ouverte à un certain nombre de modifications, hein, et elle avait une réelle attente de conseil de notre part hein, sur cette méthode assez innovante. Et donc, également, elle a pu interroger aussi les participants sur la méthode. Alors, tout n'a pas forcément été pris en compte à la lettre, bien sûr, mais globalement, c'est vrai que on est assez satisfait sur la manière dont les choses ont pu être prises en compte. Donc, je ferai quand même un petit zoom sur le fait que cette mission qui était particulière, avec un public mixte, donc élus, non élus ou élus et citoyens, et donc c'est vrai que ça nous a… Donc, on a mis un certain nombre de propositions, notamment de bien pouvoir séparer les publics dans la rédaction de l'avis, hein, dans tout l'exercice de réflexion et de rédaction de l'avis, parce que ça nous semblait important par rapport à l'asymétrie entre ces publics, hein, de par le positionnement, notamment les effets des structures politiques auxquelles notamment les élus appartiennent, sur la légitimité, hein, donc les élus de fait sont élus et les citoyens voilà, sont sur d'autres préoccupations hein, finalement que celles des élus, hein, même si tous deux peuvent œuvrer pour le bien commun. Également l'accès à l'information, hein, on peut supposer que les élus ont quand même entre guillemets un accès plus favorisé à l'information, aussi l'aisance dans la prise de parole hein, en public, hein, où les élus sont quand même souvent rompus, hein, même s'il y a de nouveaux entrants dans les élus, voilà, il y a quand même une aisance dans la prise de parole en public que parfois, voilà, des citoyens, simples citoyens, peuvent ne pas avoir. Donc, ça nous semblait important de séparer ces publics, au moins, voilà, sur l'exercice de la rédaction de l'avis, et également, à la fin, pouvoir éviter des confusions sur les deux avis, qui est bien un avis citoyen tel que ça avait été annoncé, hein, et qu'on ne puisse pas confondre l'avis citoyen et l'avis élu. Et d'ailleurs, les citoyens, en tout cas un certain nombre, se sont exprimés sur le fait que c'était important pour eux aussi de bien se différencier des élus dans leur avis. Voilà. Et puis finalement, les élus, ils ont aussi un autre accès que les citoyens à la participation à la décision, puisque de fait, ils sont élus, donc ils peuvent participer à la décision plus directement. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a proposé ça, qui a été accepté par la mission, donc par les gens qui s'occupaient hein, d'organiser la méthode, la mission 5G. Un deuxième point important, ce sont les marges de manœuvre dans le cadre du déploiement 5G, hein, qui est quand même plutôt encadré par l'État, voire aussi au niveau international, hein, l'État, et puis réalisé par des acteurs privés. Donc, quelle marge de manœuvre pour une collectivité? Donc, ça a été un souci aussi pour tous les participants, hein, élus et non élus, et pour les équipes organisatrices de la ville. Et donc, voilà, on a pu constater un réel effort pour trouver des marges de manœuvre et proposer des solutions concrètes et applicables. Mais il est clair que du coup, dans les réflexions et les propositions, et les débats n'ont pas été envisagés l'arrêt ou l'encadrement très fort du déploiement, hein, donc puisque effectivement ça semblait impossible dans les marges de manœuvre. Donc c'est vrai que les groupes n'ont pas discuté
sur cet aspect-là, sur vraiment l'arrêt du déploiement ou en encadrement fort du déploiement. Et donc, dans ces marges de manœuvre aussi, donc un certain nombre d'actions concrètes et de solutions concrètes ont été posées. Et donc, ce sera bien à la ville de Rennes de prendre en charge les propositions, donc d'y répondre clairement à ce qu'elle compte en faire et de les mettre en œuvre pour certaines ou d'expliquer pourquoi elle ne peut pas le faire. Donc, ensuite, peut-être deux derniers petits points rapidement pour ne pas trop vous prendre de temps. Les temporalités. Donc, c'est vrai que dans ce type de mission, les temporalités, afin de pouvoir d'abord s'informer sur la 5G, se former, débattre, délibérer, écrire un avis. Donc, voilà, on voit bien que c'est long et c'est le temps long. Et donc, voilà, la contrainte temporaire s'est toujours fait ressentir dans toutes les réunions. Et donc, il y a eu des rajouts de sessions de la part donc de la ville de Rennes. Mais quand même, voilà, on a eu quand même parfois le sentiment que les participants auraient souhaité aller plus loin dans les échanges, les débats. Et puis, un petit regret des fois qu'il n'y ait pas eu plus d'échanges entre les élus et les citoyens, tel que ça avait été prévu aussi. Mais pareil, le temps aussi a un peu manqué. Donc, malgré ce, on arrive effectivement à une rédaction de 2 avis grâce à une méthode d'animation dynamique et exigeante qu'on peut saluer. Et puis, la motivation, bien sûr, des participants. Il y a eu des décrochages, mais bon, de manière assez raisonnable. Et ça n'a pas entravé le travail qui reste quand même assez représentatif. Et on a pu donc aboutir à ces 2 avis qui sont très, très fournis et riches, et puis des échanges de qualité aussi entre les participants. Et puis, pour conclure, le suivi, donc comme on en a parlé à plusieurs reprises, et donc c'est là que la mission prendra tout son sens, et notamment, voilà, je fais une petite référence aux problématiques de la Convention citoyenne sur le climat, qui peut nous servir d'exemple sur l'importance du suivi et de la continuité du dialogue, voilà, dans ce type d'exercice. Et donc, voilà, nous, on a demandé que soit organisé un suivi avec tous les participants, donc qu'un dispositif soit mis en place. Et là encore, vigilance aussi entre les asymétries, entre les publics, entre les élus qui restent proches du pouvoir, entre guillemets, donc ils vont pouvoir suivre de plus près, et les citoyens qui sont retournés un peu dans leur anonymat, entre guillemets. Donc, d'où l'importance de bien faire fonctionner ce système de suivi qui sera mis en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, pour ce regard donc, de la CNDP sur cette mission. Nous allons revenir sur le suivi avec les propositions. Voilà, Pierre et Karine vous ont permis de jeter un regard sur la méthode qui a été mise en place. Maintenant, j'imagine que vous êtes impatients de découvrir ce que sont les propositions de cette mission d'études 5G. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons ensemble maintenant revenir sur les contenus, les propositions. Ces propositions, vous l'avez compris, elles s'organisent en 2 avis qui sont séparés mais articulés, et nous allons maintenant les découvrir, revenir sur cette mission avec pour commencer, une présentation donc de l'avis des non-élus, et puis après, nous vous présenterons l'avis des élus. Juste quelques éléments avant de découvrir cet avis. Le travail, vous l'avez compris, a été considérable. Il est passé par une phase qui mettait en place des constats, un état des lieux, puis une identification des enjeux. 7 grandes familles d'enjeux ont été identifiées, vous les découvrez à l'écran en ce moment. Et ces 7 grandes familles d'enjeux ont donné lieu à des propositions, 26 pour le groupe non élu, 28 pour le groupe élu, avec des propositions qui sont classées par grands axes d'action et qui sont, eux, au nombre de 8. Vous allez les découvrir maintenant. Tous ces éléments que je vous présente à présent sont des éléments que vous allez retrouver dans l'avis qui sera accessible dans quelques minutes à la fin de cette réunion publique. Et je voulais aussi vous signaler, avant de commencer la présentation avec les porte-paroles non élus, que vous avez évidemment la possibilité de questionner et les organisateurs, le pilote, la CNDP, l'équipe d'animation,
et les porte-paroles élus et non élus de cette mission 5G. Nous vous proposerons à la fin de cette séance de présentation de prendre la parole de vive voix si vous le souhaitez, mais vous pouvez également tout au long de la présentation nous envoyer vos questions via le chat, via la conversation. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à nous faire part de vos questions, de vos remarques, et puis nous donnerons lecture de vos remarques juste après. Voilà pour l'organisation générale de cette réunion publique. Avec nous pour présenter les résultats du groupe non élu, deux porte-paroles du groupe non élu, Marina Marionneau et Hugo Blanc. Vous êtes là tous les deux? Oui, Marina bonsoir et Hugo. à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les deux. On va peut-être commencer par collecter vos impressions. Vous avez travaillé pendant ces longues semaines en groupe sur cette question du déploiement de la 5G. Marina, il y a eu des phases d'audition, de rencontres avec des experts, des personnalités. Qu'est-ce que vous retenez de cette phase d'audition? Ben, ça a été quand même une sacrée aventure, hein, cette mission. Et les auditions d'experts ont été particulièrement enrichissantes, intéressantes. L'une des choses qui a souvent été dite, c'est que ça a été de très grande qualité. C'est effectivement le cas. Et clairement, sans ça, ça aurait été compliqué pour nous d'émettre un avis qui soit vraiment pertinent et clair. Et vraiment, les auditions d'experts ont été très, très utiles dans ce sens-là. Des auditions utiles, et puis après il y a eu la phase de travail, de production d'un avis. Donc vous avez travaillé sur les constats, vous avez identifié des enjeux, puis fait des propositions. Anthony, ce moment de travail, de production, qu'est-ce que vous en retenez? Alors c'est Hugo qui va répondre. Oh pardon Hugo. Comme Marina l'a dit, au début de la mission, certains non-élus ne se sentaient pas forcément légitimes de travailler sur ce dossier puisqu'on n'avait pas forcément une connaissance de la 5G en tant que telle. Et les ateliers ont vraiment nourri les esprits de tous les membres et on s'est retrouvé avec énormément de constats qui ont émergé. Il a même été difficile de s'en tenir que au constat dans la démarche. Et très vite, les enjeux ont émergé et le débat s'est construit. Et donc, ça a été des échanges assez riches qui sont allés bien au-delà de la technologie 5G, hein, comme on a pu en parler. On a beaucoup parlé de nos usages au quotidien, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Et donc, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin dans les réflexions. Et donc, je trouve que cette mission, vraiment, c'est une réussite de ce côté-là, c'est qu'on on a vraiment ouvert notre regard sur tout ce qui peut attraire à la 5G. Et aussi, je suis aussi satisfait du fait on a produit 2 avis, mais il y a de la cohérence dans ces 2 avis. On retrouve des propositions communes et ça, c'est très rassurant, je trouve, dans notre démarche. Voilà. Effectivement, on va pouvoir le constater, il y a pas mal de points communs, même si vous avez travaillé séparément entre l'avis élu et l'avis non élu. Alors, venons-en justement à cet avis. Une première série de propositions vise notamment à, on va la découvrir à l'écran, à faire des propositions pour améliorer au niveau local le dialogue avec les opérateurs et surtout la manière dont ils peuvent prendre en compte les attentes du territoire. Alors Marina, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces propositions et puis dans quel sens elles vont? Est-ce que ça peut être éventuellement Hugo? Il me semble qu'on avait plutôt organisé comme ça, si ça ne pose de souci à personne. Aucun souci. Hugo? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on a fait plusieurs constats, notamment on nous a expliqué que la 5G intervenait pour répondre à une saturation de la technologie 4G, notamment dans les zones denses des villes. Donc, il y avait besoin de cette technologie dans les villes. Mais d'un autre côté, on a l'impression que les opérateurs ont anticipé une demande d'une technologie donc, qui permet plus de choses, plus de débit, etc., qui n'a pas forcément été formulée par les usagers.
donc au quotidien, on n'a pas forcément tout de suite identifié quels seraient nos usages de la 5G à proprement parler. Et on a également émis le constat que la 5G ne va pas forcément résoudre les problèmes des zones qui sont peu desservies par ces technologies pour l'instant, donc des zones blanches par exemple. Donc quels sont les enjeux qui sont associés à ça? Tout simplement, c'est que la ville, les citoyens soient un peu plus intégrés à cette boucle de décision, puisque là, on a l'impression que les opérateurs nous disent on développe la 5G, vous en faites ce que vous en voulez, mais voilà, c'est comme ça. Et donc ça, pour nous, c'est un enjeu fort, c'est-à-dire de pouvoir remettre les citoyens au cœur des décisions qui sont prises, notamment sur le déploiement, par exemple, géographique de la technologie. Pour cela, donc, les non-élus ont émis plusieurs propositions, notamment mettre à jour la charte des antennes relais, qui est déjà établie à Rennes, pour prendre en compte plusieurs aspects, notamment le respect de l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Et on a discuté longuement aussi des infrastructures qui sont nécessaires pour la 5G, notamment les antennes relais. Et on a fait le constat que les installations ne sont pas mutualisées entre les opérateurs. C'est-à-dire que chaque opérateur installe son dispositif, dans la plupart des cas. Et donc l'idée, ça serait, par cette charte, d'amener les opérateurs à mutualiser leurs installations pour limiter l'impact sur le territoire. C'est pas possible. Il y a également comme objectif de prioriser le déploiement de la 5G par rapport à un besoin réel, notamment les zones où c'est déjà saturé, dire on va commencer à déployer la 5G dans ces zones-là, et ensuite, par exemple, selon des besoins professionnels, par exemple des zones de développement de technologie, un hôpital, etc. Ça, c'est des propositions donc, pour améliorer au niveau local le dialogue avec les opérateurs. Marina, il y avait aussi une série de propositions qui portent sur la transparence et l'information donc du grand public et puis de tous les habitants. Quelles sont les propositions que vous avez pu faire dans ce sens-là ? Alors, étant donné que on a quand même un avis qui est assez conséquent avec beaucoup de choses, je vais essayer de me concentrer plus sur les propositions. Notamment, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est créer des indices pour pouvoir indiquer au grand public l'impact environnemental qu'il peut avoir. Mais aussi, l'autre point vraiment qu'on voudrait voir apparaître, ce serait de pouvoir communiquer, que la ville puisse communiquer des informations sur les flux de données, par exemple, des informations sur les installations d'antennes de la part des opérateurs, des choses comme ça. Donc ça va être les deux points majeurs, on va dire, sur lesquels on voudrait voir des choses se passer. Ah, on ne vous entend pas, Anne, il va falloir le micro. Toujours pas. Toujours pas, pardon. C'est bon, ça y est, vous êtes revenu. Ça y est, c'est revenu, on m'entendait pas. Oui, donc cette question de transparence et d'information, c'était assez central. Il y a eu beaucoup de débats et des propositions qui vont dans ce sens-là. Et il y a eu un autre thème qui était fort, qui a été assez transversal pendant vos échanges, c'est celui de la sobriété énergétique. Donc sobriété énergétique et sobriété numérique, par contre, Hugo, est-ce que vous pouvez là aussi nous présenter les différents éléments qui vous ont permis de faire des propositions? Oui, tout à fait. Donc, on a constaté, on nous a informé que la technologie 5G en elle-même devrait être moins consommatrice pour un usage constant. Cependant, on se doute que la 5G va entraîner une explosion des usages, notamment parce qu'elle permet un meilleur débit, donc on pourra consulter nos séries, nos vidéos n'importe où dès qu'on le veut. Donc on va avoir une consommation croissante de data et donc une consommation énergétique croissante. L'utilisateur n'est pas forcément conscient de sa consommation déjà, puisqu'il a un forfait illimité, donc il n'a pas besoin d'y regarder, et donc de son impact. Quels sont les enjeux? Donc, c'est déjà d'informer le public sur quels sont les impacts de son utilisation, donc de la 5G, du numérique en général, sur l'environnement, sur la santé, etc., etc. Et l'enjeu, c'est également de conserver la possibilité de se déconnecter. C'est-à-dire que la technologie, la 5G ou le numérique en général, ne deviennent pas obligatoires absolument tout le temps.
c'est que l'utilisateur il puisse faire toujours le choix de dire non, je ne veux pas utiliser la technologie. Plusieurs propositions ont été faites dans ce sens, et notamment on a beaucoup discuté de campagnes de prévention liées au numérique à l'échelle de la ville de Rennes, par exemple, qui pourraient se faire par des animateurs dans des écoles, donc auprès des jeunes publics, dans des collèges, et également des temps, par exemple, de table ronde ouverts à un public plus large, par exemple, pour échanger autour de nos usages du numérique, des impacts qui y sont liés. Donc voilà. Donc, beaucoup de propositions, et on le voit pour tous les types de publics, avec cet objectif que la sobriété numérique, l'éducation à la sobriété numérique puisse avancer. Il y a eu aussi un certain nombre de propositions qui étaient liées à la santé des Rennais. On le sait depuis le début de la mission, c'est un domaine sur lequel il y avait beaucoup de questions. Marina, quelles sont les propositions et les orientations que vous avez suivies en la matière? Alors effectivement, pour en tout cas le côté non élu, la santé et l'environnement, ça a été deux volets qui ont été beaucoup discutés tout du long de la mission. On s'est senti assez concernés par rapport à ça. Et les propositions qu'on a faites, ça va être par exemple de pouvoir conserver ou créer ou préserver, on verra bien, des zones blanches qui pourraient être choisies et non pas subies, notamment par rapport aux personnes qui peuvent être électrosensibles. Ou même tout simplement avoir le droit de ne pas être constamment soumis à des ondes. Et la deuxième proposition vraiment forte qu'on souhaitait faire, ça concerne le métro rennais, puisque il y a des seuils qui sont assez élevés sur l'exposition aux ondes dans le métro. Donc on propose à la ville de Rennes, de façon volontaire, donc ça va être à réfléchir avec eux en fonction de ce qui est le plus intelligent. On voudrait remettre ce débat-là un petit peu sur le tapis pour peut-être supprimer Internet dans le métro si jamais c'est avéré que pour la santé des Rennais, c'est effectivement problématique. Donc ça, c'est un point qui a été discuté dans le groupe non élu, et on reviendra peut-être dessus, qui faisait partie des points de dissensus, puisque vous avez eu des débats larges, approfondis. Certaines questions ont fait consensus et d'autres sont restées en dissensus. Vous aviez débattu sans arriver à trouver un point de consensus. On reviendra sur ce point sans doute. Il y avait d'autres sujets que vous avez abordés et qui ont permis donc de faire des propositions. On a parlé du niveau local, mais vous avez aussi fait des propositions pour que vos propositions, vos solutions, les pistes que vous dégagez puissent être portées au niveau national. Alors, quelles sont-elles, Hugo ? Alors, on a dit à plusieurs reprises que les marges de manœuvre de la ville de Rennes étaient assez limitées sur le déploiement de la 5G et qu'on était, nous, en tant que citoyens, utilisateurs, mis devant le fait accompli, la 5G va arriver. Les enjeux, c'est de remettre l'habitant, le citoyen, l'usager dans la boucle de décision. Et donc, l'idée, c'est que la ville de Rennes puisse porter devant l'État certaines questions, recommandations ou inquiétudes, et donc pour justement que l'avis des citoyens soit pris en compte dans le déploiement. C'est pas pour dire oui ou non, c'est pour que le déploiement se fasse de façon intelligente, concertée et adaptée donc à notre territoire. Donc, ce lobbying au niveau national, c'est porter effectivement les attentes du territoire à un niveau de décision. Ça, c'était pour porter plus loin. Et puis, il y a eu aussi des propositions pour la suite. Karine Bess a insisté tout à l'heure sur l'importance de cette suite donnée à la mission 5G. Marina, quelles sont vos propositions en la matière ? Bien oui, parce qu'on a appris beaucoup de choses, nous, pendant cette mission, et on a aussi compris que ça devait s'inscrire dans le temps, tout ça, pour que ce soit vraiment efficace. Donc nous, on propose de créer un groupe de suivi, à la fois pour maintenir un dialogue avec les opérateurs, les citoyens et tous ceux qui seront intéressés par la 5G, et également de donner suite à la mission d'études 5G. Alors sous quelle forme ce sera à réfléchir. Mais voilà, on voudrait vraiment que ça puisse s'inscrire sur du moyen à long terme.
et encourager très clairement des démarches similaires à la nôtre, citoyenne, et avec des débats qui soient aussi riches, on l'espère, que ceux que nous avons pu nous faire. Est-ce qu'on peut conclure de cette dernière proposition, Marina, que vous êtes plutôt satisfait d'avoir participé? Je pense qu'on a eu un groupe qui était vraiment super. Je pense en tant que groupe non élu, ça a été vraiment, vraiment génial. Et à titre personnel, oui, clairement. C'était une très, très bonne expérience. Merci à tous les deux, Hugo et Marina, d'avoir porté la parole du groupe non élu. Hugo soulignait tout à l'heure un point important, c'est qu'il y a des points communs entre les deux avis, l'avis élu, l'avis non élu. Alors je vous propose maintenant de découvrir les propositions qui ont été élaborées du côté des élus. On va le faire avec Philippe Wood et Célène Thonon. Vous êtes là, Philippe et Célène? Oui, bonsoir. Bonsoir Célène, bonsoir Philippe. Je vais vous poser la même question qu'aux non-élus sur la démarche. Vous avez eu toute une série de rencontres avec des experts, avec des acteurs sur ce premier rendez-vous de montée en compétences. Quel est votre regard à ce propos, Philippe? Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Bon, donc, quel regard je porte moi? Alors, moi, en tant que membre du groupe écologiste et citoyen, hein, qui contribue à la majorité municipale, je suis ravi que nous ayons pu porter ce temps de débat et de participation citoyenne. On avait eu des échos mitigés lors de son lancement, mais maintenant ça ne souffre d'aucune contestation et au contraire, et puis c'était vraiment agréable d'écouter Marina à la fin qui disait que ça lui avait apporté beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir diffuser tout ça parce que cette mission et ces auditions, ça contribue à renouveler des formes de démocratie locale et y compris à Rennes avec la fabrique citoyenne rennaise. Quant aux acteurs et aux actrices du numérique et du territoire que nous avons rencontrés, je dis des acteurs, des experts, en tout cas c'est tous des acteurs, ils nous ont apporté aussi beaucoup de choses. Et les auditions, alors elles ne sont pas retranscrites dans le rapport, mais elles sont pour la plupart accessibles encore en ligne. Et donc, je vous invite, j'invite tous ceux qui le souhaitent évidemment à venir les écouter parce qu'on a toujours trouvé ça très intéressant. Ça a permis effectivement de débattre après et de construire cet avis. Alors, il y a eu cette phase de construction aussi du côté des élus. Célène, comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, bonsoir à toutes et tous déjà. L'élaboration des propositions, ça a été une phase qui a été très constructive, plus encore qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, on a été collectivement très marqué aussi par un propos d'Étienne Klein. Et quand je dis collectivement, je sais que les collègues membres de la mission non élus, ça a été le cas aussi. C'est les propos d'Étienne Klein qui disait on débat pour ne pas se battre. Et ça a été particulièrement parlant par rapport à notre démarche, je pense qu'on peut le dire. Le fait d'élaborer ces propositions, on a dépassé nos grilles de lecture pour avoir une vision du sujet qui était plus en nuance et plus en phase avec la réalité de nos moyens d'action aussi, comme vous le verrez aussi dans la suite de nos propositions. Donc, je pense qu'on peut être fier du travail accompli ensemble, oui. Alors, on va le découvrir, ce travail accompli ensemble avec vos propositions. Là aussi, c'est des propositions d'abord pour dialoguer avec les opérateurs sur le territoire, sur la ville, et pour que ce dialogue permette la prise en compte de vos attentes. Quelles propositions et pourquoi, Célène? Alors, pardon. En fait, la proposition, alors elle paraît minimale ici, mais en fait, c'est qu'elle englobe pas mal de sujets. L'idée, c'est que les opérateurs n'ont pas de communication et de transparence au niveau de leur stratégie.
et que c'est normal, en fait, c'est leur concurrence et les réglementations de la concurrence leur imposent de ne pas communiquer dessus, que ce soit entre eux ou avec nous. Et l'idée, c'est via cette charte de la téléphonie mobile, de pouvoir organiser quand même une forme de concertation légale, réglementée, qui puisse permettre des synergies, que ce soit en mutualisation de moyens ou en intelligence collective vis-à-vis de l'aménagement du territoire. Donc cette charte de téléphonie qui tient en une phrase, elle va permettre d'ouvrir très largement le dialogue et d'intégrer beaucoup d'éléments pour ce dialogue sur les attentes du territoire, si j'ai bien compris. C'est un sujet à tiroir, oui. Un sujet à tiroir. Donc ces propositions, elles viennent effectivement compléter tout un débat que vous avez eu sur la question de la transparence et de l'information, exactement comme le groupe non élu. Et vous avez là un certain nombre de propositions à faire, Philippe. On les voit s'afficher en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer à la fois l'esprit et les attendus ? Oui, alors donc améliorer la transparence et avoir et donner une information complète sur la 5G et sur le numérique. Le constat que nous avons partagé, c'est que les Rennais et puis les Français dans leur ensemble manquent d'informations sur la 5G ou sur le numérique, ou en tout cas, on peut le dire différemment, on entend beaucoup de choses et il faut qu'on s'entraide, j'ai envie de dire, pour partager l'information, pour aller chercher l'information, pour mobiliser les personnes adéquates et pour promouvoir un débat non seulement sur la 5G, mais au-delà sur le numérique, avec un enjeu clé de transparence de l'information sur une diversité de sujets, mais notamment sur l'implantation des antennes, parce qu'il y a des craintes et des enjeux sanitaires, sur le contrôle des données, parce que ce sont aussi des thèmes qui reviennent souvent quand on parle de numérique, de consommation aussi énergétique et de ressources. Alors là, maintenant, on a des chiffres clairs, notamment ceux proposés par le Haut Conseil, par le climat, qui parle d'une augmentation d'environ 10% de consommation énergétique pour la 5G, une consommation des ressources aussi qui est très importante, notamment pour le renouvellement des infrastructures et puis surtout des téléphones. Et puis enfin, une transparence de l'information sur les usages, pour savoir aussi à quoi elle sert vraiment cette 5G, parce que là aussi, on entend beaucoup de choses. Alors, les propositions que vous avez déjà lues pendant que je vous exposais ça, évidemment, c'est de poursuivre des études d'impact, enfin, c'est de mener des études d'impact de la 5G sur le territoire, notamment sur le foncier, sur l'énergie, sur la biodiversité. Pourquoi sur le territoire? Parce que l'idée, ce serait aussi que les Rennais, enfin l'ensemble des habitants de la métropole, bien entendu, contribuent, enfin s'approprient vraiment le débat, les enjeux, les éléments, l'information sur ce qui concerne cette 5G, et puis être en mesure de participer à ce débat avec ces informations. Faciliter l'accès au bilan sur le carbone des usages quotidiens de la 5G, c'est la même chose aussi. Le numérique, c'est un enjeu, enfin c'est assez invisible, donc on ne sait pas vraiment quel poids ça a. Je le rappelle maintenant alors, mais aujourd'hui c'était une journée de mobilisation sur le climat, portée par les mouvements de jeunes, mais pas qu'avec des jeunes. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui nous préoccupe, qui préoccupe les Français, enfin les gens, d'ailleurs les terriens dans leur ensemble, parce que ça ne s'est pas passé qu'en France ces mobilisations. Donc, il faut faciliter l'accès à ces informations, notamment en mettant en place un réseau de capteurs permanents à l'échelle de la ville, que tout le monde pourra consulter, mais aussi des systèmes de mesures citoyennes des ondes, comme on l'a fait déjà avec Ambassadeur pour la qualité de l'air, pour ceux qui connaissent, on pourra y revenir. Et l'ensemble nous permettra donc de promouvoir une information globale avec une plateforme qu'on pourrait appeler Rennes Ondes, sur l'exposition aux ondes, l'énergie, la mesure des ondes, la mesure des expositions. Toutes les informations nécessaires justement pour assurer cette transparence. Alors, ça a été un point important
la question de l'information. L'autre point important des débats, ça a été la sobriété numérique. Tout comme pour les non-élus, ça a été un sujet de fond. Célène. Oui, alors on pourrait résumer cette catégorie un petit peu par responsabilité et éducation. Loin d'une démarche verticale toutefois ou moralisatrice, il s'agit à la fois de pouvoir atteindre une certaine sobriété énergétique et de consommation de données, ce qui va ensemble, hein, parce que les données consomment particulièrement dans des dispositifs de téléphonie mobile, plus que du Wi-Fi, et de permettre une meilleure utilisation du numérique, loin de là de dire qu'il y aurait des personnes qui feraient un mauvais usage, mais de dire plutôt qu'on se préoccupe collectivement des effets du numérique et notamment de la 5G qui vient en accentuer les effets sur le cyberharcèlement, la captation des écrans, les biais psychologiques qui sont exploités par les réseaux sociaux, etc. Donc, pour ces deux enjeux clés, il y a les propositions de la... Alors, elles sont détaillées, vous pouvez les lire aussi, hein, mais différents plans et programmes de communication et d'éducation dès le plus jeune âge. Et alors, il y avait une idée qui était ressortie un petit peu du lot, c'était cette journée de la déconnexion qui permet, dans sa déclinaison locale, hein, qui permettrait aussi de s'habituer à l'échelle individuelle à pouvoir se décrocher un petit peu de la toile. Alors, à préciser aussi que il ne s'agit pas évidemment que de responsabiliser les usagères et les usagers, mais que nécessairement ça fait partie d'un plan global et que dans ce plan global, évidemment, on montrerait l'exemple, la ville et la métropole, dans une démarche d'exemplarité, ferait la promotion dans ses propres services d'une consommation sobre de numérique. Et là, toujours dans la recherche de nos marges d'action, étudier notre capacité à limiter la publicité pour la 5G à destination des particuliers, c'est une question de responsabilité, d'exemplarité qu'on ne pourra trancher que quand on connaîtra notre capacité réelle à le faire et sur quel support. C'est pas, on ne pourrait pas dire on va le faire. Il faut d'abord savoir dans quelle mesure et exactement possible. À quel endroit on peut le faire. Oui. Vous avez bien indiqué d'ailleurs étudier cette capacité. Et puis Célène, en prolongement de ces propositions, vous avez voulu marquer le soutien au numérique responsable via les acteurs locaux qui portent ce numérique responsable aujourd'hui. Oui, alors déjà parce que la ville de Rennes, c'est pas uniquement l'institution ville de Rennes, c'est aussi les habitantes, habitants et les collectifs qui font sa force, j'ai envie de dire, et qui font déjà beaucoup dans le monde associatif notamment, mais pas uniquement, dans le monde économique aussi, pour justement animer. Alors là, on parle du numérique responsable, mais on pourrait parler de plein d'autres sujets d'autres jours. Mais aujourd'hui, on parle de numérique responsable. On souhaite aussi pouvoir favoriser l'accès justement à des alternatives. Alors le Wi-Fi public en fait partie. L'idée, c'est de permettre son accès dans des espaces publics très ciblés et dans les bureaux au filaire, évidemment, et de permettre ainsi l'accès au numérique pour les plus précaires, les plus fragiles, sans pour autant que ces personnes aient à recourir aux technologies mobiles, donc comme on l'a dit, qui sont plus polluantes. Oui. Et qui peuvent créer des fractures d'égalité. En plus de ça, voir avec notamment les bailleurs sociaux, hein, pour pouvoir porter des démarches partagées collectives permettant l'accès au numérique inconditionnel et gratuit dans l'habitat, pour toutes et tous. Très bien, des propositions donc pour soutenir les acteurs et des propositions, Philippe aussi, pour garantir la santé des Rennais. Ça a été un sujet qui a été beaucoup discuté, les enjeux en tout cas étaient assez forts dans votre groupe. On ne vous entend pas, Philippe.
Oui, excusez-moi. On revient à cette idée, disais-je, de capteurs permanents, de mesures citoyennes, parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes. En tout cas, il y a des incertitudes. Je ne sais pas si on a beaucoup, mais sur les enjeux sanitaires relatifs à la 5G. On le sait, on a en ce moment l'Agence nationale de la santé, excusez-moi, je ne sais plus ce que signifie l'acronyme, enfin des enjeux sanitaires, Oui. l'ANSES, qui est en train de rédiger un rapport sur justement les enjeux sanitaires de la 5G. Donc nous, on n'a pas accès à ça. Et on sait que c'est une question qui préoccupe. En tout cas, c'était une question qui nous préoccupait en tant qu'individus. Et puis, il y a toujours eu des questionnements sur les ondes, sur maintenant les débits d'absorption spécifiques, sur les antennes à proximité des habitations. Donc, là aussi, on veut pas. Enfin, on veut jouer notre rôle et on s'est dit qu'il faut qu'on en sache davantage, a fortiori dans ce contexte de crise sanitaire où on est tous devenus épidémiologistes. On a envie de continuer à s'intéresser cette fois à un autre enjeu sanitaire, non plus le Covid, mais la 5G. Et s'il y a des doutes, il faut qu'on puisse se positionner. Et là encore, c'est pas pour freiner nécessairement la 5G, en tout cas, si je veux rester fidèle à l'esprit de la mission, mais c'était pour informer et pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème, ou alors que s'il y en a, eh bien, il faut bien sûr agir en conséquence. Merci pour ces éléments autour de la santé. On revient à un point commun entre les deux avis, les deux groupes. C'est celui du portage au niveau national des idées et des propositions. Là aussi, Célène, des propositions qui vont dans le sens d'un plaidoyer, presque de lobbying, ou en tout cas d'un portage au niveau national. Alors, oui, parce que on l'a dit, les marges d'action, on en a trouvé à l'échelle locale, mais il y en a aussi qui concernent plutôt l'échelon national. Et dans cette idée-là, il faut qu'on puisse rencontrer les parlementaires locaux pour dialoguer avec eux et elles pour des lois, donc à l'échelle nationale, qui obligeraient alors, un certain nombre de mesures, il y en a qui sont listées. Je peux parler par exemple du Numériscore, hein, qui est pas hors de propos, sachant que maintenant il y a aussi un score de réparabilité des portables, donc on pourrait aussi aller plus loin et de pouvoir parler justement à l'échelle nationale de l'impact environnemental, des activités des opérateurs, etc. Dans cet ordre d'idée-là, il faut aussi qu'on puisse passer par les associations d'élus, avec les territoires et acteurs qui ont déjà mené des réflexions similaires à la nôtre, d'autres villes qui ont aussi fait leur mission 5G, pour pouvoir faire remonter aussi à l'échelle nationale dans cette même idée de plaidoyer. Il y a enfin un dernier point qu'on a un petit peu isolé des autres, tout en le présentant hein, et en l'assumant, mais parce qu'il a fait dissensus, c'est celui de brider les forfaits. Alors, il a fait dissensus pour une raison claire, hein, qui dépendait de où on mettait le curseur, même si on est toutes et tous d'accord sur les constats. Il y en a qui mettaient plus en avant le fait que quand on est en responsabilité et en exemplarité, on ne peut pas prétendre que dans un monde avec des ressources finies, on pouvait proposer quelque chose d'illimité. De façon raisonnable, et d'autres qui mettaient en avant le risque fort de rupture d'égalité devant des forfaits plus onéreux qui permettraient d'acheter quelque part un droit à polluer, et d'autres qui seraient des forfaits bridés pour les plus modestes. Donc voilà, ça c'est cette crainte-là aussi qui a motivé le dissensus sur ce point-là. Dissensus. Alors, on va continuer rapidement pour passer aux questions qui vont suivre. Vous avez insisté sur un point. Il y a une série de propositions qui indiquent votre préoccupation que ce déploiement de la 5G, il se fasse avant tout au bénéfice du territoire.
Là aussi, Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces propositions? Je crois que notre crainte, ou plutôt l'enjeu, le diagnostic, les éléments identifiés au départ, c'était de se demander est-ce que la 5G va bénéficier à tout le monde? C'est ça qu'on entend derrière le territoire. En fait, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est inclusive? Tiens, on parlait de ça tout à l'heure. Est-ce qu'elle va permettre de diminuer les égalités sociales, économiques, en termes d'attractivité, de zones d'emploi aussi? Et ça, on vous avoue qu'on a un peu manqué de réponse, ou plutôt ce qu'on sait, c'est qu'elle ne va pas régler le problème des zones blanches, elle risque d'aggraver la fracture sociale et numérique à cause du coût pour s'engager dans la 5G, du coût financier pour chacun, ou voire pour les entreprises d'ailleurs. Et elle a aussi un coût environnemental important. Donc, il fallait qu'on se positionne là-dessus. Et ce qu'on a proposé, c'est notamment de créer une filière, enfin, c'est d'essayer de réfléchir à cette implication territoriale. Donc, il y a le premier point, une filière locale de collecte, de réemploi, de recyclage et de mutualisation. Ça, c'est du point de vue environnemental, notamment essayer puisqu'on ne peut pas diminuer l'utilisation des ressources, on peut au moins essayer de les réutiliser, de les recycler, quitte à créer des filières en s'appuyant sur des filières locales. Évidemment, on va continuer à soutenir la recherche et l'innovation, non pas spécifiquement sur la 5G, mais sur le numérique en général. Et idéalement, enfin, nous, on va insister dans ce sens, c'est ce qui émerge des propositions, un numérique moins énergivore, évidemment créateur d'emplois et porteur de progrès et de justice. Voilà, soutenir et mettre en valeur les usages bénéfiques de la 5G, bon, c'est un terme un peu générique, bénéfique, mais bénéfique d'un point de vue social, économique, environnemental. Et le dernier point, c'était continuer à développer le réseau filaire à haut débit, parce que on pourra, parce que tout le monde peut utiliser, enfin, pour le mettre à disposition de tout le monde, parce que c'est ça qui permet le développement du numérique aujourd'hui. Et dernier point, vous avez, vous aussi du côté des élus, voulu qu'il y ait une suite à cette mission 5G. Là aussi, très rapidement, Célène, dans quel sens souhaitez-vous aller en matière de suivi? Oui, on souhaite que cette mission, elle nous permette d'engager des actions concrètes et qu'on puisse trouver aussi la méthode pour les années à venir. Donc les deux propositions dans ce sens, c'est déjà d'anticiper de futures concertations, alors en lien avec le numérique, mais c'est une critique qui a été faite à cette mission, et c'est qu'elle arrive dans un timing qui est délicat. Et le fait de pouvoir anticiper permettra plus facilement de pouvoir aussi se positionner en amont par rapport à des déploiements futurs, par rapport à des technologies futures. Dans le même ordre d'idée aussi de mesures concrètes, on souhaite qu'il y ait un suivi de toutes ces actions, toutes les actions engagées suite aux propositions, et que tous les ans, il y ait une instance consultative qui présente un rapport annuel au conseil municipal sur les 5 prochaines années. Donc un suivi, et sur ce point-là, vous rejoignez effectivement le groupe non élu qui avait souhaité effectivement qu'il y ait un suivi. Merci pour cette présentation. Alors c'est une présentation qui est un peu schématique forcément, puisque nous avons peu de temps ce soir. Tous les éléments sont dans l'avis qui va être à disposition donc du public d'ici quelques minutes à la fin de cette réunion de présentation. Je voulais vous proposer peut-être maintenant de répondre, Marina et Hugo, et Célène et Philippe, de répondre aux questions aussi, Pierre et Karine. Est-ce que vous souhaitez, vous participants à cette réunion publique, les interroger directement, poser vos questions? N'hésitez pas à lever la main et à nous faire signe si vous avez des questions ou des remarques. À nous faire parvenir. Oui. Allô? Je vous en prie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter
Oui, oui, je suis Patrick Georget, je suis actuellement aux Antilles, donc je suis loin de vous. Mais je voulais savoir si vous aviez travaillé avec l'ARCEP. Alors, le travail avec l'ARCEP, qui veut répondre par rapport à ça? Pierre? Je peux faire une petite réponse. Déjà, vous êtes chanceux d'être où vous êtes. Je vous remercie. On a travaillé avec l'ANFR, dont le représentant est là ce soir et qu'on a invité dans les ateliers. On a utilisé les documents qui étaient disponibles, dont des documents générés par l'ARCEP, qu'on a mis dans un espace commun. Donc, on a essayé de nourrir au maximum les membres de la mission avec des informations disponibles, dont les rapports nationaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas invité toutes les agences nationales parce qu'on avait un manque de temps, je dirais, mais on a essayé d'avoir une information la plus complète possible. Vous aviez peut-être une idée en tête Non, parce qu'au niveau environnemental et impact sur l'environnement de la 5G, l'ARCEP a fait un travail et a mis en place, par exemple, les manifestes de l'ARCEP comme les réseaux comme bien commun, si je crois savoir, des choses comme ça. Donc je voulais savoir si vous en aviez tenu compte dans vos réflexions, sans pour autant prendre l'ARCEP comme un guide, quoi. Oui, tout à fait. On se nourrit encore parce que évidemment, à la fois, on a dit c'est une technologie, on arrive un petit peu tard, et en même temps, on est aussi en avance parce qu'il y a des rapports qui sortent toutes les semaines, hein, et d'autres qu'on attend. Il y en avait un qui est sorti cette semaine sur l'impact énergétique, sur l'impact de santé, il y en a un autre qui va suivre. Donc, c'est presque. Alors, il a fallu prendre une photo à un moment donné et émettre des propositions à un moment donné. C'est à la fois trop tôt, c'est à la fois trop tard, et on a fait avec l'état des connaissances à ce moment-là. Alors, la question que je pose également, et j'en aurai fini, pourquoi est-ce que, je connais la réponse, mais bon, pourquoi est-ce que la 5G pose, entre guillemets, tant de problèmes par rapport à la 4G? Parce que le bénéfice de la 5G, on le connaît technologiquement, on sait ce à quoi ça peut conduire, aussi bien en ce qui concerne des véhicules, en ce qui concerne les hôpitaux, en ce qui concerne tout ça. Mais pourquoi la 5G présente-t-elle un intérêt environnemental beaucoup plus important pour les béotiens et pour les spécialistes par rapport à la 4G? Alors, je vois que Célène lève la main. Célène, oui. Célène, est-ce que vous voulez répondre? Oui, en gros, pour résumer, mais on a eu un atelier passionnant sur le sujet et c'est revenu un certain nombre de fois dans les débats et les consultations d'expertes et d'experts. À charge constante, la 5G est moins consommatrice. Exact. Mais étant donné de la très importante augmentation du débit, les usages vont suivre et on n'ira pas vers une diminution de la consommation, bien au contraire. Ça va être tout à fait. De façon sûre une importante augmentation de la consommation énergétique. D'où l'idée aussi de pouvoir aussi collectivement prendre la part en termes d'éducation pour ne pas envoyer une pièce jointe de 5 gigas sans la compresser, juste parce qu'on peut. Tout à fait. Merci Célène. Peut-être Marina ou Hugo, parce que ça a été un point important, cette question de l'impact énergétique de la 5G dans votre groupe. Est-ce que vous voulez ajouter un mot? Oui, moi je peux éventuellement. Et effectivement, Célène l'a très bien dit, hein, sur le côté un peu un effet rebond, c'est nous comme ça qu'on l'a qualifié. Mais il y a aussi d'autres choses dont nous on a parlé sur le côté énergie. C'est un peu à côté, c'est plutôt environnement. C'est la question de la ressource en elle-même, quoi. La ressource électronique, le côté vraiment plus objet, on va dire, qui nécessairement, on va devoir changer nos téléphones, on va devoir changer tout un tas de choses. Donc ça aussi, indirectement, ça coûte de l'énergie, un autre type d'énergie, mais ça en coûte quand même. Donc ça a été des choses qui ont été beaucoup
beaucoup débattu. On s'est posé la question justement, dans quelle mesure est-ce que du coup la 5G pourrait être délétère. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait votre question ou si c'est vraiment plus la question de l'énergie liée à la technologie 5G en elle-même. Mais en tout cas, nous, on en a parlé entre nous sur d'autres aspects, le minerai, la provenance du minerai et le fait de devoir tout renouveler sur le parc téléphonique. Donc, sur cette question environnementale, comme vous le dites, il y avait la question énergétique et la question des ressources bien plus largement qui a été évoquée. Je me permets de relayer une question qui est... Oui, Philippe, je vous en prie. Non, je voulais compléter ce que disaient les participants de la mission en rappelant qu'il y avait aussi la question du sens. Et que si la question de la 5G, elle se pose, c'est qu'on se demande quel sens cela a, alors que, en plus, c'est pas une disruption, je crois, ou c'est juste une évolution, en fait, et on se demande quel sens ça a. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on n'est pas les seuls à Rennes de poser cette question, c'est qu'on le fait dans toute la France. Et ça aussi, c'est peut-être le signe plus profond d'un rapport à la technologie qui change. Est-ce qu'on veut de la technologie pour la technologie, en se disant d'ailleurs que c'est neutre, ou est-ce qu'on veut maîtriser, humainement, collectivement, cette technologie-là? Est-ce qu'on veut pouvoir penser des usages plutôt que les subir? Et est-ce qu'on veut maintenant des technologies qui ne répondent pas aux enjeux énergétiques en termes du climat, je veux dire, et aussi pour les ressources, parce que la 5G, il faut changer tout le matériel. Et ça a un coût énorme aussi. Et sans compter, encore une fois, des inégalités. Qui va avoir accès à la 5G? Qui va prendre un forfait plus cher? Qui va changer son téléphone portable? Peut-être vous et moi, mais en tout cas, sur le papier, j'imagine que ce sera ceux qui ont les moyens de le faire, ou ceux qui ont plus de moyens que les autres, ceux qui habitent en ville, parce qu'il y aura d'abord des antennes en ville. Donc c'est tout ça aussi qu'on a voulu questionner. Et la question, elle arrive maintenant parce que, je ne sais pas, pourquoi il y a des manifestations mondiales sur le climat maintenant? Eh bien parce que les gens se mobilisent, et l'exemple de cette mission, c'est cette mobilisation aussi, puisque nous sommes là en train de discuter d'un thème général. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec une question qui a un lien justement avec cette question de l'énergie, de la consommation énergétique et puis de l'impact environnemental. Une question qui arrive sur le chat et qui porte sur la mutualisation. Marina et Hugo, vous avez signalé tout à l'heure que c'était l'un des points que vous attendiez des opérateurs et notamment du dialogue avec les opérateurs localement, c'est qu'ils puissent être amenés à mutualiser leurs équipements et leur fonctionnement pour un impact environnemental notamment moindre. Et donc l'un des participants nous demande est-ce que dans l'idée que les opérateurs puissent mutualiser le déploiement, ont-ils indiqué que c'était possible? Donc vous avez lors des auditions reçues des opérateurs, Hugo, Marina, peut-être Hugo pour commencer, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et est-ce que cette idée de mutualisation a été bien accueillie? Alors, j'ai plus tous les propos exacts en tête, mais alors je sais que sur le point des antennes relais, donc ça se fait déjà dans certains sites, d'avoir un site commun pour plusieurs opérateurs. Alors, ça se fait pas partout, mais ça se fait. Par contre, ils ont été beaucoup plus frileux sur les questions comme on en a parlé à plusieurs reprises, de data center. Là, ce n'est pas possible, mais sur les antennes, moi, j'ai retenu, enfin, c'est tout à fait possible. S'il vous plaît, oui. Donc, par rapport à la mutualisation, c'est André Le Toquin, là. Donc, oui, je vous en prie. Par rapport aux mutualisations, je vois pas comment ils vont pouvoir s'arranger, puisque je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais les opérateurs ont créé des filiales, des TowerCo, pour installer des sites d'antennes. Donc, ça veut dire qu'il y a un échelon supplémentaire entre les opérateurs et, si vous voulez, les clients ou les techniciens. Et autrement, moi, je voudrais intervenir quand même, c'est que... Alors, si vous permettez, monsieur, pour répondre, je vous repasse la parole sur la deuxième partie. Non, mais c'est pas la deuxième. Non, c'était général. Moi, j'ai contribué à la fabrique citoyenne et j'ai l'impression que si vous voulez garder et étendre l'influence de ce genre de mission débat au niveau des Rennais,
il faut trouver une autre méthode, puisque au niveau de la fabrique citoyenne, j'ai relativement bien contribué, je pense. J'ai l'impression qu'on a été complètement oublié. D'accord. Alors, il y a deux choses. Moi, sur ce que j'ai vu, hein, j'ai visionné toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Donc, M. L'Enfant, qui gérait ces questions, a bien montré qu'il avait du mal à faire passer. On avait quelquefois 2 minutes pour. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, les gens ont arrêté de contribuer. Il y a eu très peu de contributions. Je vous propose, puisqu'il y a deux éléments différents dans votre intervention, la première question, c'était sur la mutualisation, et Célène, vous leviez la main pour répondre à ce point-là, je crois. Oui, c'était pour dire que, comme le disait Hugo, les opérateurs nous ont dit que c'était déjà le cas, notamment en milieu rural, pour ouvrir des zones blanches, mais c'était dans le cadre de partenariats avec des collectivités territoriales. Et en fait, je connais pas très bien les réglementations, mais en tout cas, c'est réglementé par rapport aux lois contre les cartels, etc., contre les ententes et pour la libre concurrence, justement. Donc, ils étaient très frileux au moment de nous parler de justement discuter entre eux, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, c'est aussi l'idée pour nous de revisiter la charte, les chartes sur le sujet, c'est d'organiser cette concertation et de permettre un dialogue qui soit équilibré et qui permette justement les synergies entre opérateurs, les synergies avec le territoire, qui ne seraient pas en fait possibles sans nous, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire sans nous. D'accord. Oui, permettez. Oui, en fait, la mutualisation, il y a un effort qui a été fait à la demande des autorités, mais d'une façon générale, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Les opérateurs ne sont pas enclins à la mutualisation. Ils travaillent entre eux. Ils prennent comme prétexte, que vous veniez de dire très justement, que s'ils font de la mutualisation, on va les traiter de collusion, qu'il y a collusion des entreprises. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils nous ont dit, en tout cas, oui. Voilà, c'est ça qu'ils vous ont dit. Bon, c'est exact. Effectivement. Alors, pour les conduites de fibre optique, par exemple, bon, ils mutualisent, mais ils mutualisent dans les conduites où il y a la fibre optique, mais quand ils arrivent chez l'abonné, il n'y a plus de mutualisation parce qu'ils sont en concurrence. Donc, ils sont très frileux sur ça. Vous avez bien décrit c'est tout à fait ça. Ça nous a été décrit, effectivement. Marina, vous souhaitiez intervenir en réponse sur ce point-là ? Oui, alors pas tant sur la mutualisation, parce que ça vient d'être donné, je pense que ça a été bien expliqué. En fait, je suis allée chercher là dans mes affaires un petit document que je voudrais vous montrer juste. Ça, c'est le document que nous, on nous a envoyé en tant que participants sur tout ce qui est fabrique citoyenne. Marina, on voit pas, il n'y a pas votre caméra où je vous vois pas. Moi. Ah si, moi je vous vois, Marina. Ah, pardon. Alors, faut mettre grande mosaïque. Ah. Voilà. Si vous parlez, Marina. Je ne sais pas trop, ça devrait le faire alors. Ça, c'est un document qu'on nous a envoyé. C'est toutes les restitutions qu'il y a eu sur la fabrique citoyenne. Et en fait, ça, c'était avant qu'on écrive notre avis. On a pu en prendre connaissance. On a eu plein de choses comme ça qui ont pu nous arriver, soit par la poste, etc. À titre personnel, je les ai lues. Et donc, j'ai inclus, en tout cas au moins en pensée, dans les arguments que j'ai pu donner, et je pense que c'est le cas de d'autres, on a inclus dans nos débats les choses qui ont été dites sur la fabrique citoyenne. Alors, en fait, c'est vrai que on avait des temps qui étaient peut-être très courts en apparence pour en parler d'une fois qu'on était tous ensemble en réunion, etc. Mais il faut savoir que même nous, en fait, il nous aurait fallu même 5, 6, 10 séances de plus et on aurait trouvé encore de la matière. Et c'est vrai aussi pour la fabrique citoyenne. Je comprends le côté frustrant un petit peu de cet outil-là, mais c'est le cas pour tous les outils. En tout cas, on a essayé vraiment au mieux du côté non élu. On a parlé de choses qui ont été dites sur la fabrique citoyenne entre nous et on a essayé de faire en sorte, notamment avec ce type de document, qui est bien fourni, il y a quand même pas mal de pages. Voilà, sachez en tout cas qu'on a essayé de faire au mieux par rapport à ça. Enfin, juste pour conclure, c'est pas une critique, hein, c'est de dire que si vous voulez pas rater le lien entre une structure telle que vous l'avez faite entre élus, non élus et les citoyens qui n'y sont pas, il faut pas l'oublier, quoi. Et je crois que
dans tous les Oui. transparents, là, on n'a pas vu du tout apparaître Fabrique citoyenne. Alors, je vais compléter justement sur ce point-là. C'est vrai que pendant les auditions, la partie qui a été filmée, les auditions, il y avait un temps très court pour questionner les experts. Mais ce qui était important, c'est que les contributions de la Fabrique citoyenne soient intégrées dans le travail des groupes, du groupe élu et non élu. Et pour répondre à votre questionnement sur où sont les contributions de la Fabrique citoyenne sont dans l'avis final, celui qui va être dévoilé dans quelques minutes, et elles y sont bien présentes dans leur intégralité. Peut-être Stéphane, voulez-vous ajouter un mot justement sur ce qui a été fait sur la Fabrique citoyenne et la manière dont ça a été conçu? Oui, le site de la Fabrique citoyenne, bonsoir d'abord, il sert à, comment dire, à recueillir un certain nombre d'avis, et vous le savez, c'est aussi un lieu où on participe, par exemple, au budget participatif. Alors, on a testé cette formule où on a essayé de mixer les avis qui pouvaient être déposés sur le site de la Fabrique citoyenne. Donc ça se passait à travers un jeu de questions. C'est vrai nous, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de participants, mais en tout cas, le relais, comme l'a dit Marina, était tout à fait, comment dire, assuré. Et dans les contributions, c'est vrai qu'à chaque fois, mais c'était la règle du jeu qu'on avait fixée, hein, il devait y avoir que 2 questions qui étaient posées à partir des points qui revenaient le plus souvent sur le site de la Fabrique citoyenne, et ces questions ont été posées. Et les soirs des ateliers, on a fait attention à à ne pas reposer plusieurs fois la même question. Et c'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient celles des habitants sur le site de la Fabrique citoyenne, qui finalement étaient les mêmes que les habitants ou les élus qui étaient dans la mission 5G en fait. Hein. Donc voilà, mais on essaye de s'améliorer, et j'en profite pour dire que ça va être un point dans les prochains travaux qu'on va lancer sur la révision de la charte de la démocratie locale pour faire évoluer la Fabrique citoyenne. Je pense qu'on a un chantier d'amélioration parce que le numérique, effectivement, joue un rôle plus important. C'est peut-être la pandémie qui fait ça, mais en tout cas, on a envie d'entendre ces remarques et de les prendre en compte pour s'améliorer encore. Juste, alors, donc, je vous dis, hein, c'est pas une critique, c'est une remarque que j'ai faite, mais enfin, comme vous, j'étais un petit peu déçu par la participation sur ces questions, mais c'est peut-être lié au fait que dès le 2e ou 3e atelier, on s'apercevait qu'il n'y avait qu'1 minute ou 2 minutes dans la vidéo. Ce qui effectivement n'empêche pas d'en débattre après, quoi. Mais ça ne se voyait pas dans la vidéo, effectivement. Voilà, oui. Alors, j'ai juste une question technique à rajouter par rapport, c'est sur les 2 rapports, les 2 avis, c'est que je ne vois pas traiter la question de la fragilité du réseau. Alors, Les fragilité. antennes mobiles, c'est très fragile. Tous les réseaux qui sont déployés dans les rues, que ce soit de la fibre optique, filaire, tout ce qu'on veut, c'est extrêmement fragile, très mal fait. La maintenance est souvent très mal assurée. Voilà. Je suis assez surpris que, surtout quand on parle que la 5G pourrait servir à faire des liens pour des opérations, pour des choses très très sensibles, je ne peux pas croire que c'est vrai, ça, c'est pas possible. Ça utilisera d'autres réseaux, d'autres chemins de transmission de données plus sécurisés. Je veux bien prendre la parole peut-être, monsieur, pour vous répondre. Enfin là, on sort un peu, on commence à s'éloigner un peu de ce qu'a fait comme travail la mission, là, sur la sécurité. La question de fragilité, pour moi, elle est quand même primordiale. Je n'ai pas compris si c'était une fragilité matérielle ou fragilité d'accès aux données, à vrai dire. À partir du moment où vous mettez des antennes mobiles sur un toit d'immeuble, c'est quand même, il n'y a pas un gendarme pour protéger ces sites. Et actuellement, donc on relie en plus ces antennes entre elles. Mais ces antennes, en fait, la 5G, ça envoie sur la fibre. Donc, si on a un réseau de fibre qui fonctionne, après, il se pose la question de la cybersécurité, peut-être. Non, moi je parle au niveau matériel. Au niveau matériel. Alors, c'est une question qui n'a pas été abordée, oui, effectivement. Ça arrive de plus en plus souvent, enfin, du moins sur notre quartier où il y a beaucoup de travaux, que des fibres soient cassées. Et une fibre principale cassée, ça peut être plusieurs milliers de personnes. Alors, quand on parle de sécurité, enfin, d'utiliser ces nouveaux réseaux avec des applications
je vous parle C'est un point, médical, c'est un sécurité, point, je vais vous interrompre parce que c'est un point sur lequel on n'a pas eu l'occasion d'échanger pendant les tables rondes et les séances de travail. La cybersécurité a par contre été abordée. Célène, je vous en prie. Oui, je voulais en profiter pour reparler de notre méthode et du fait que si on ne va pas répondre sur des éléments qu'on n'a pas étudiés, c'est justement très cohérent par rapport à la nature de cette mission. C'est-à-dire qu'on a auditionné des expertes et des experts pour monter en compétence pour des sujets et pour, comme je disais, débattre pour pas se battre. Mais ça demandait donc d'évoluer sur nos positions parfois préconstruites et avec lesquelles on arrivait dans nos a priori et parfois dans nos compétences et nos expertises respectives, mais qui prenaient qu'une partie du sujet. Donc là, je veux dire, on pourrait commencer un débat sur la fragilité du réseau, etc. Mais ça ne serait pas la mission 5G qu'on a vécue et qu'on a connue. Et comme le dit Philippe, on sortirait complètement, pas du sujet de la 5G, effectivement, mais du sujet de la restitution de nos échanges. Tout à fait. Merci. Alors, on va essayer de faire circuler un peu la parole. Il y a quelques questions qui arrivent via le chat. Nicolas nous dit, pardon d'être peut-être agaçant, mais avez-vous identifié quelques bonnes raisons d'installer la 5G durant votre mission? Alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce que Marina et Hugo le disaient en ouverture, l'objectif de votre travail a été de vous permettre de monter en compétences et en généralité, aussi en intérêt général, et vous n'avez pas posé la question d'être pour ou contre, mais d'analyser. Alors, comment vous pourriez répondre à Nicolas sur ces bonnes raisons d'installer la 5G que vous auriez pu identifier? Hugo? Oui, bah alors je peux répondre sur quelques points que j'ai en tête comme ça. Donc déjà, le fait que la 4G va être saturée en certains points, enfin, ça veut dire qu'on répondra plus à la demande actuelle. Donc de ce point de vue-là, il y a besoin d'une technologie pour débloquer ça. D'autres points, c'est on a vu que notamment dans les usages professionnels, il y avait l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux usages qui sont dépendants de la 5G puisqu'il faut la rapidité, le sans fil, etc. Et donc, oui, il y a des avantages à la 5G et l'intérêt de la mission, c'est pas de trouver que des défauts ou que des qualités. C'était vraiment voilà, d'analyser quels seront les impacts de la 5G de façon très large. Et donc, oui, voilà, moi, je suis pas là pour dire oui ou non à ça. Très bien. Alors, on va faire l'exercice parallèle. Marina, vous vouliez compléter, peut-être aller sur des raisons aussi d'être peut-être un peu en retrait sur la 5G? C'est une formidable question, je trouve, que vous posez parce qu'en fait, ça a été source énormément de débats et entre nous, de consensus, de dissensus chez les deux. En fait, cette question-là, elle est super compliquée. Est-ce qu'il y a des points positifs ou négatifs? Bien sûr qu'il y a du positif, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, en fait, pour l'instant, notamment sur l'emploi. On suspecte que ça va pouvoir aider dans certains emplois, mais on ne sait pas bien lesquels. On peut prévoir que sur le plan énergie, ça peut être mieux sur la technologie en elle-même, mais en même temps, l'impact des usages sera plus fort. La santé, il y a des points d'interrogation aussi. Donc, ça, vraiment, si je veux être fidèle à ce que le groupe non élu a dit, on s'est beaucoup creusé la tête et pour l'instant, on ne sait pas encore sur plein de choses. Donc, il peut y avoir des points très, très, très positifs, mais je pense que clairement, tout dépendra de comment on utilisera cette technologie-là et comment est-ce qu'on la mettra en place. Si on met les choses de façon vraiment intelligente et bien pensée, ça peut être une technologie qui est intéressante, bien sûr. Philippe et Célène, du côté des élus aussi, des interrogations? Je trouve qu'on dépasse un peu, c'est difficile là de parler au nom de la mission, parce que moi j'ai entendu au nom de la mission, dans ce qu'ont dit les opérateurs par exemple, pourquoi des bonnes raisons pour les opérateurs, c'est qu'ils ont misé beaucoup d'argent et que maintenant, il faut un retour sur investissement. Donc c'est pas pour les usages, c'est pas pour la santé, voilà.
c'est un processus économique. C'est pareil pour l'innovation et pour la science. Il y a eu des recherches, donc maintenant, il faut leur donner un sens. Mais je suis désolé, on n'est pas obligé toujours, parce qu'on a découvert quelque chose, de l'utiliser. Et quand j'entends Marina, si vous me permettez de vous prendre à partie, sur cette question de on va voir quel sens on va lui donner maintenant, il va peut-être y avoir plein d'usages, je trouve que c'est très risqué. Je trouve que c'est très risqué de dire ça, surtout aujourd'hui, parce que la 5G, pour l'instant, je vois surtout, ou alors c'est peut-être en tant qu'écologiste, hein, ou membre du groupe écologiste et citoyen, je veux bien positionner comme ça, mais moi j'ai surtout vu un coût très fort, social, environnemental, peut-être économique aussi, parce que sur les emplois, même si à Rennes, évidemment, on a déjà une forte dynamique, mais on n'est pas sûr, donc en tout cas un coût social et environnemental très fort. Donc, moi, on peut dire, si vous voulez, des petits avantages pour la 5G. Hein. Vous les connaissez comme moi pour rire, en plus. Les vidéos iront plus vite. Si un jour, on met des voitures connectées, un jour, dans le futur, on pourra s'en servir. Si on trouve des super usages à la 5G, on pourra le faire. Un des opérateurs a parlé de faire du gaming à la plage. Vous voyez où on en est. Donc, il y aura sûrement plein d'usages possibles, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a que des défauts. Et les questions, elles sont ailleurs. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les jeunes se mobilisaient. Ils ne se sont pas mobilisés pour avoir un iPhone qui capte la 5G. On est d'accord, on le sait bien. Donc, le sens que ça a, c'est justement de se mobiliser. Moi, le sens positif, c'est cette mobilisation qu'on a eue avec cette mission, qui a eu au niveau national, et que parmi les propositions, il y a cette proposition de continuer le débat. Parce que, voilà, pour pas justement, c'est pas une question de dire oui ou non, mais c'est de favoriser un numérique sobre et qui nous porte pour l'avenir et pas qui déjà, pas un numérique dont on sait déjà qu'il est motivé par des enjeux économiques stricts et qui aura un coût pour la planète. J'en profite justement grâce à cet échange pour rappeler l'une des règles qu'on avait fixées pour cette mission, c'est que vous avez travaillé ensemble. Dans la vie, il y a évidemment des positions collectives qui ont fait consensus et d'autres qui n'ont pas permis d'arriver à un consensus qui font dissensus. Et la règle était que chacun arrivait avec l'esprit le plus ouvert possible, mais aussi ses convictions, ses façons de penser. Et c'est une règle qu'on a gardée jusqu'au bout de la mission. Il y a un avis qui est un avis du collectif, mais chacun, effectivement, au sein de l'émission, a pu s'exprimer et puis porter sa position. Célène, je vous en prie. Oui, je veux dire que Philippe, il met beaucoup de fougue, mais c'est pas tout à fait ce que la mission a dit. La mission, la délibération collective qu'on a produite, je la retrouve pas tout à fait dans cette prise de parole. Même s'il y en a des éléments qu'on peut reconnaître, mais pas de façon aussi tranchée. Et on peut dire que la 5G, dans le cas où on arrivait collectivement à s'en saisir et à savoir s'en servir, ce serait une bonne chose parce qu'on diminuerait notre empreinte énergétique, environnementale. Parce que c'est une technologie qui est moins coûteuse en énergie dans l'absolu de la charge constante en data. Donc, si on arrive à mettre en place l'éducation, la formation, la sobriété dont on parlait tout à l'heure, évidemment que ça peut être une très très bonne chose. La question qu'on peut poser, et là on peut rejoindre des constats en commun avec Philippe, et en fait que la mission a pu exprimer dans le rapport que vous pourrez consulter, c'est notre capacité à mettre en œuvre tous ces dispositifs pour que la consommation d'énergie n'explose pas. Donc, alors, je vais en profiter justement pour vous donner lecture d'une question qui arrive sur le chat. Ces propositions
Comment faire pour qu'elles soient appliquées? Anthony nous demande, les propositions faites par la mission 5G ne risquent-elles pas de rester à l'état de vœux pieux sans qu'elles soient réalisées? Comment les opérateurs seront-ils contraints et pas seulement incités à se conformer aux propositions qui les concernent? Si je peux continuer sur cette lancée. Oui, bien sûr. Oui. Il ne s'agit pas forcément de contraindre, en fait. L'idée, c'est pas d'intervenir de façon autoritaire en disant vous devez vous comporter comme ça et comme ça. Déjà parce qu'on ne peut pas le faire en tant que collectivité, mais aussi parce que c'est pas comme ça que fonctionne la relation avec les industriels du territoire. C'est de la concertation. On a vu par l'intermédiaire de chartes. La réalité du terrain, c'est que quand la ville de Rennes demande à discuter avec les opérateurs, ils répondent présent. Et donc de pouvoir entretenir une relation de qualité pour pouvoir justement avoir des demandes, mais où ils ne seraient pas contraints de répondre, parce que de toute façon, on n'en a pas les moyens, mais qu'il puisse y avoir, pour le maintien de la qualité de cette relation, des concessions de fait. Est-ce que ça demande un complément du côté peut-être des non-élus? Hugo me fait non. Marina, c'est... Par rapport du coup donc, à la question là qui vient d'être soulevée, hein, Oui. C'est clairement quelque chose qui a plané un peu au-dessus de nos têtes. Sur toute la mission, est-ce que les propositions qu'on fait, est-ce que tout ce qu'on dit, ça va être vraiment, vraiment appliqué? C'est par rapport à ça, on est d'accord, hein. Ouais. Oui. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, nous, on était là pour faire un boulot, une mission, réfléchir ensemble, essayer d'avancer ensemble. On ne souhaite qu'une chose, c'est qu'évidemment ce soit pris en compte, que ce soit réfléchi et que ça ne sert pas à rien. Bien sûr qu'il y a la Convention pour le climat qui plane sur nos têtes, à tous. Depuis le début, on s'est posé la question du sens de notre mission, si au final rien n'est mis en œuvre derrière. Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire que nous, on a fait le job, on s'est donné à fond, on a fait vraiment de notre mieux pour faire quelque chose d'intéressant, de complet, de construit. Reste après à la ville et à tous les acteurs derrière, là, vraiment de jouer le jeu aussi, quoi. De pas laisser ça justement comme un vœu pieux et d'essayer d'étudier sérieusement nos propositions qui sont concrètes. Et ça, c'est vraiment notre souhait. Mais malheureusement, ça ne dépend presque plus de nous. C'est un souhait clairement qu'on peut formuler. Mais on verra bien dans la suite. C'est pour ça qu'on veut faire un groupe de suivi, notamment. Merci. Alors, le temps passe très vite. On s'était donné jusqu'à 20h. On dépasse un peu. Mais il y a plusieurs questions qui n'ont pas reçu de réponse dans le chat. Peut-être une réponse à une question qui peut paraître assez complexe, mais que vous avez traité pendant les groupes de travail. Pourquoi il n'y a-t-il jamais de questions sur la 1, 2, 3 et 4G et pourquoi elle se pose aujourd'hui sur la 5G? Qu'est-ce qu'il y a de particulier et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette mission, il y a ces débats et ces questionnements autour de la 5G? Qui veut répondre à ça au regard des échanges que vous avez eus? Moi, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Je crois que avec la question du sens, notamment, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les générations précédentes, 1, 2, 3, 4, sont toujours là, et d'ailleurs, la 5G, elle va venir s'accumuler encore, hein. On les a abordées, en tout cas d'un point de vue matériel, dans les interventions, parce qu'on nous a rappelé que la 5G n'allait pas remplacer tout d'un coup les autres générations, et qu'elle allait venir s'accumuler aussi aux autres. Je ne sais pas si le terme accumulé est exact, mais quelque chose comme ça. Donc en tout cas, pourquoi on en parle maintenant? Moi, ce que je retiens, parce que je vois que je suis accusé de parti pris déjà dans le chat, mais ce que je retiens, c'est plutôt la dynamique. C'est que le numérique fait vraiment partie aujourd'hui de nos modes de vie, et encore plus depuis le confinement, et ça a accéléré aussi, mais même sans le confinement, on était déjà de plus en plus connectés. Et je crois qu'on a envie de s'approprier ce débat et de le penser, voilà, de manière objective, je vous assure, et collectivement,
par rapport à différents enjeux, et ce qu'a retenu par rapport à différents enjeux. Et on voit bien qu'on a des inquiétudes sanitaires, des inquiétudes environnementales, des inquiétudes, des questionnements, si vous voulez. Je ne vais pas dire inquiétudes, disons des questionnements divers, et c'est très bien que collectivement, on s'empare de ces questionnements, et il faut continuer à promouvoir le débat. Moi, je voudrais juste rajouter une chose. J'ai d'ailleurs réagi sur le chat. On s'est posé des questions sur les générations précédentes. Si vous voulez, la charte des ondes de Arène n'est pas arrivée comme ça. Dans la plupart des conseils de quartier, vous aviez une commission qui s'appelait Cadre de vie, dans lesquelles on a beaucoup abordé ce problème. Mais ça a été beaucoup moins médiatisé. Et effectivement, comme vous venez de le dire, c'est que tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération de téléphonie mobile. Quand on dit téléphonie mobile, c'est réseau mobile qui arrive. Ça fait un petit peu comme Microsoft. Vous aviez Windows 7, 8, 9, 10. Ça fait un petit peu ça. Donc, au bout d'un moment, ça commence à être plus médiatisé. Mais je peux vous dire qu'on en a déjà beaucoup débattu dans certains conseils de quartier. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour des questions qui n'ont pas eu de réponse sur le chat, puisque vous avez continué à échanger dans le fil de la conversation. Il y a des éléments de réponse qui ont été apportés, des éléments de débat aussi. Il y a quelqu'un qui lève la main, mais je ne vois pas qui c'est. Je vous en prie, si vous avez levé la main. Oui, Maggie Gaillard. Bonjour. CNL. Moi, je suis enthousiasmée par votre débat parce qu'il est serein. Il est même peut-être trop serein, mais j'ai bien vu qu'il y avait un titillement là. Et je vous rappelle, au regard de ce que j'ai pu faire, moi, vu mon grand âge, il y a eu des actions fortes dans les quartiers sur les antennes collectives, où on a permis de ne pas mettre des antennes collectives et ce n'était pas facile. Parce qu'il y avait le problème des ondes, etc. etc. Donc, il y a eu des actions fortes. On ne les mène plus aujourd'hui de la même façon, encore que il y a encore des collectifs qui se battent sur le problème des ondes. Et sur la 5G, moi, je trouve très positif qu'il y ait ce débat organisé par les collectivités, qui est plus serein, qui mérite une continuité, parce qu'il ne faut pas oublier que les opérateurs seront toujours là pour tirer profit. Et je rejoins, même si j'adhère pas pleinement à tout, à la déclaration qui est faite par notre ami Vert, peut-être, je crois, parce que c'est une affaire commerciale importante qui va quand même coûter cher aux familles. C'est tout ce que je dis rapidement, mais j'ai été très intéressée par votre débat. Je n'ai pas voulu m'inscrire dans le débat et dans la préparation. Je l'ai fait au sein d'une organisation qui est la CNL au niveau national. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et effectivement, cette mission s'est passée dans la sérénité, mais pas la neutralité. Vous avez bien compris qu'il s'agissait pour chacun d'arriver avec ses opinions et de débattre. Débattre et pas se battre, n'est-ce pas Célène? C'est ce qu'on a retenu, mais de débattre avec des opinions et des orientations différentes, c'était l'objet de la mission. Merci à toutes et à tous. Je vous propose une toute dernière question avant de clore. Si vous avez le moindre regret sur un sujet qui n'aurait pas été abordé, ce sera la toute dernière avant que nous passions au mot de la fin. Pas de main levée, pas de prise de parole. Vous m'entendez? J'en ai plusieurs. Pardon. Je vous en prie. Bonjour, je peux intervenir? Je vous en prie. Oui, très rapidement, merci pour cet échange. Bon, on aurait pu rester encore plus, parce que moi j'ai encore soif, mais j'ai pas été rassasié. Pourquoi? Parce que j'ai peur que… C'est moi qui ai posé la question de la 1, 2, 3 et 4. Derrière tout ça, j'ai peur qu'on n'est pas vraiment dans la démocratie ouverte. Je dirais qu'on nous impose… voilà, déjà, je ne vois pas les élus de l'opposition pour qu'ils disent un peu… Enfin, de l'opposition, je n'aime pas dire de l'opposition. Ils ne sont pas parmi nous. Et le monsieur qui est intervenu à la fin, et ça pour moi c'est très important,
attention, nos jeunes, il faut qu'ils trouvent du travail. Et donc, la personne qui parlait des entrepreneurs, des gens qui créent, qui ont, moi, ce que je dis, la main à la pâte, on a besoin d'eux. Et c'est là, j'ai pas entendu une fois une valorisation des entrepreneurs. Et pour moi, même si je suis enseignant, j'étais dans le service public et on a formé des entrepreneurs. Moi, je compte beaucoup sur eux. Et là, je pense que c'est très important. Donc, on a besoin de la 5G. Après, c'est un débat, c'est bien. Le débat est intéressant. En fait, il est très vieux. C'est le numérique, c'est les ondes électromagnétiques. Et par contre, il ne faut pas oublier nos entreprises. Voilà, merci pour ces échanges. Merci beaucoup. Alors, les élus de l'opposition ont participé à cette mission. Je ne sais pas s'ils sont avec nous ce soir, mais ils ont été partie prenante de la mission du début à la fin. Moi, je suis là, moi. Antoine Cressard, je suis là. Oui, bonsoir Antoine. Est-ce que vous voulez peut-être témoigner ? Moi j'ai participé en particulier sur toutes plutôt les premières parties, pas tout à fait jusqu'au bout, mais il y avait d'autres choses qui arrivaient à ce moment-là. En tout cas, sur toutes les conférences et les différentes interventions des intervenants, des différents spécialistes et opérateurs. Donc c'est vrai que c'était très riche. Maintenant, en effet, on était, dans les commissions, plus difficile de se mettre d'accord sur tout, puisqu'on a des opinions et des points de vue assez différents, qui étaient portés par chaque groupe, et qui l'avaient souvent affiché pour certains comme un étendard dès le départ. Donc voilà. Mais en effet, le débat a eu lieu, tous les sujets n'ont pas été abordés. Bon, maintenant, on va prendre le temps de lire et de consulter, ainsi que tous les Rennais, le rapport que nous pourrons consulter dès ce soir. Voilà. Merci. Karine Besse. Oui, merci de me redonner la parole. Justement, oui, je voulais d'ailleurs intervenir sur cette question de la participation des élus. Et vous poser une question aussi sur alors voilà, on va avoir nous la vision et on en fera état dans notre bilan, hein, mais effectivement sur la proportion quand même des élus, voilà, par rapport à la majorité ou l'opposition, hein, si on veut parler en mode binaire comme ça. Effectivement, voilà, quelle proportion? Moi, il me semble comme ça, mais je n'ai pas vérifié les listings, etc., qu'il y a eu quand même globalement une grande majorité plutôt d'élus de la majorité à participer régulièrement jusqu'à la fin du processus. Mais je me trompe peut-être, je vous dis, je n'ai pas vérifié très précisément les participations. Mais ça sera, nous on en fera état en tout cas dans notre bilan, effectivement. C'est quand même une question intéressante, même si je note que les élus de l'opposition qui ont pu participer plus ou moins régulièrement ont quand même, entre guillemets, validé le processus qui, pour certains, les ont fait grandir politiquement, tel que ça a pu être dit dans la presse. Merci. Pierre, peut-être en réponse? Oui, c'était juste une petite remarque sur la méthode. Et puis, bon, merci encore à toutes et à tous aussi pour votre participation. La discussion est intéressante, hein. On voit qu'elle est pas binaire et c'était vraiment l'objectif aussi de cette mission. On a essayé, malgré tout, dans la mission, de couvrir les différentes dimensions et il y avait plusieurs représentants du milieu entrepreneuriat du numérique à Rennes qui ont été invités aux ateliers et qui ont donné leur... Donc je voulais juste souligner qu'on a essayé d'oublier personne. Alors évidemment, on pourra toujours revenir sur un pourcentage avec un déséquilibre, mais on a essayé de n'oublier personne, à la fois dans les élus des différents groupes politiques, ils étaient tous représentés, et à la fois sur les thématiques et l'écosystème avec un représentant du pool, par exemple, qui est la grosse structure des entreprises du numérique, et le directeur de l'IRT Bicom, qui est un institut de recherche sur les technologies du numérique, notamment. Merci pour ces éléments.
Voilà, s'il n'y a pas de questions qui restent en suspens, c'est vraiment le moment avant d'avoir des regrets. Donc excusez-moi, donc en fait, finalement, à Rennes, il n'y a pas d'opposition formelle au développement de la 5G, on est bien d'accord? Alors, est-ce que c'est pas une conclusion non, un peu simpliste? Alors justement, on n'a peut-être pas assez insisté, si vous me permettez de répondre, sur le fait qu'on avait très peu de moyens d'action et que c'était au niveau national qu'on nous avait imposé la 5G pour les raisons économiques que j'ai déjà citées et sans même attendre les résultats de débats importants sur les enjeux sanitaires notamment. Quant au fait de savoir si la mission est favorable, comme l'a déjà dit quelqu'un sans attendre la fin de la mission, qu'elle soit publique, et en trahissant d'ailleurs l'esprit même de la mission, qui n'a pas du tout dit qu'elle était favorable, ce qu'on peut dire plutôt, c'est que, et je sais que vous me regardez tous les participants, c'est justement qu'il y a une diversité de sujets à aborder, qu'il y a des éléments positifs qu'on a essayé quand même, qui ont été mis en avant, et qu'il y a aussi des éléments négatifs. Je n'y reviens pas, je vous les ai déjà cités, vous avez compris. Si je peux abonder. Alors attendez, si je peux répondre aussi, parce que. Juste une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais, parce qu'on entend beaucoup les élus en réponse à ces questions, je vais vous passer la parole, Célène, mais je voudrais aussi que les non-élus puissent répondre sur ce côté favorable ou défavorable à la 5G. Ça a été une question importante. Hugo et Marina, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous répondre? Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous n'êtes pas favorable? Vous nous avez expliqué tout à l'heure que ce n'était pas aussi binaire. Est-ce que Hugo, à ce moment-là, peut s'exprimer dessus? Je ferai juste après toi. Vas-y, à toi l'honneur. Moi, je n'ai pas du tout participé à la mission dans cette optique d'être pour ou contre et d'avoir une finalité qui se présente ainsi. Je pense qu'on a vraiment construit notre mission sur le fait on a accumulé de plus en plus d'infos, de constats, on a découvert des choses auxquelles on ne pensait même pas, et on ne peut pas répondre oui ou non de façon généraliste. On voit bien qu'il y a des choses qui posent problème, sur lesquelles il va falloir veiller vraiment à l'échelle nationale comme à l'échelle de la ville de Rennes. Mais je ne pense pas que la mission soit là pour s'opposer à la 5G fermement. Marina? Il ne faut pas en faire un sujet politique, surtout. Oui. Oui, les autres participants l'ont souligné un petit peu avant. Effectivement, la décision, elle a été prise avant même la mission. La 5G, elle sera là avec ou sans notre accord à nous. Ça, c'est un fait. Si on enlève toutes les questions d'avis ou quoi. Après, nous, l'intérêt de la mission 5G, ça a été de se dire, maintenant qu'on a ça, quelle direction est-ce que nous, on souhaiterait que ça prenne? Quels sont les points sur lesquels on aimerait qu'il y ait de la vigilance, ou au contraire des choses qui seraient plutôt intéressantes sur le plan positif pour nous? Enfin voilà, on a réfléchi beaucoup plus sur des choses comme ça. On s'est beaucoup creusé la tête, ça allait beaucoup plus loin du coup que la question de oui ou non. Et puis en fait, ça a largement débordé sur le côté numérique en lui-même en fait. On a beaucoup discuté ensemble, et des fois avec vraiment des dissensus, très clairement. Là, c'est vrai que ça paraît peut-être pas, mais il y a eu des sacrés dissensus des fois dans nos discussions sur quelle direction est-ce qu'on veut que ça prenne, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus de ça... Vous avez fait un bon boulot. Merci beaucoup. Merci. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté avec attention. Comme je vous l'ai dit, je suis retraité. J'étais ingénieur des télécommunications et j'ai participé au cours de ma carrière à la construction des réseaux dont vous n'avez même pas parlé, les 0G, les 1G et toute la suite, les 4G, etc. Donc ces réseaux-là, je les connais bien, et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que la 5G posait des questions, puisque c'est une évolution naturelle et qui continuera vers la 6G et vers d'autres développements qui contribueront forcément au bien-être de l'homme et, par certains côtés,
bien sûr, comme le rappelait l'écologiste tout à l'heure, à une destruction d'une part de la nature et d'une part de ce qui nous fait vivre. C'est comme ça, c'est l'évolution. Merci. Alors, là aussi, c'est une opinion. Et Célène, vous souhaitiez aussi prendre la parole. Alors, je vous en prie, je vous ai interrompu tout à l'heure. Oui, et je vais essayer de reprendre le fil du coup, parce que ça allait justement, et je voudrais vraiment pas qu'on trahisse l'esprit de la mission et les 40 participantes et participants quand même, dont 4 seulement s'expriment ce soir, et dont je trouve qu'il ne faudrait pas faire preuve de déloyauté à leur égard. Donc pour resituer, cette mission ne s'est pas positionnée pour ou contre la 5G, c'est juste pas le sujet. Et j'aimerais qu'on replace ça quand même une bonne fois pour toutes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la 5G, elle est là, elle arrive. Parfois, elle est déjà déployée. Parfois, elle est à nos portes. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que... Et j'entends tout à l'heure, il faut pas politiser la question. Ben, on fait quoi alors? Bien sûr qu'on doit politiser la question. On est là pour ça. On est là pour savoir comment notre territoire peut traiter ce sujet. Donc évidemment qu'on politise la question. On la politise parce qu'on se demande ensemble, on était 40, 20 élus, 20 non-élus, à se poser cette question, comment est-ce qu'on peut absorber cette technologie et pouvoir accompagner son déploiement pour que ça se passe bien ou le moins mal possible. Alors voilà, ça c'est l'esprit de notre mission. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et si vous voulez vraiment en savoir plus aussi que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller voir le rapport qui vient d'ailleurs d'être publié, qui est beaucoup moins binaire et partisan que ce qui pourrait sembler en regardant les caricatures et prises de position parfois enflammées. Il s'agit d'un travail qui a été mené en profondeur, en auditionnant les experts et en débattant du fond des sujets pour savoir ce qu'on allait faire concrètement. Merci. Merci d'insister, Célène, sur ce côté non binaire, effectivement, du travail. Et je vois des questions qui s'affichent. Est-ce qu'on verra des propositions claires et exploitables sur la 5G pour Rennes? Oui, tout de suite, là, dès maintenant, puisque Manon vient de poster que le rapport complet est en ligne sur le site de la Fabrique citoyenne et ces propositions concrètes et claires, vous allez pouvoir les découvrir immédiatement. Donc, grâce au lien que Manon nous a mis dans la conversation. Nous arrivons là au terme du temps que nous nous étions donné pour cet échange et je vais passer la parole à Pierre Janin, donc le pilote de la mission, pour conclure nos échanges de la soirée. Oui, une conclusion rapide. C'est vrai qu'on pourrait continuer à discuter. C'est vrai que le débat 5G, la mission 5G aurait pu... D'ailleurs, je pense que sur ces thématiques globales, il faut que la concertation continue et on souhaite mettre en place des instances qui non seulement vont suivre l'instruction et la mise en œuvre de certaines propositions qui ont été émises par la mission, mais peut-être aussi d'aborder d'autres problématiques. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, et je vous invite même à participer à ces moments de dialogue qu'on va continuer à offrir, et je pense que et sur lesquels qu'on va utiliser, sur lesquels on va se nourrir aussi, parce que ces échanges ont de la valeur, quel qu'il soit. Il n'y a pas de remarques à ne pas entendre. Il n'y a pas d'erreur, tout avis est important à entendre, à écouter et à analyser. Donc, encore une fois, je voulais vous remercier pour cet échange, évidemment remercier tous les participants de la mission. Pour moi, maintenant, va s'ouvrir un moment qui va être peut-être aussi, voire plus important que la mission, c'est le suivi, c'est la suite, et c'est l'analyse des propositions, leur instruction et la mise en place d'une démarche, d'une méthode de travail, une autre méthode de travail pour arriver à vraiment utiliser cette valeur qui a été générée pendant ces travaux et à essayer de ne pas faire les erreurs d'autres concertations qu'on a pu voir au niveau national qui ont géré frustration. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de
de vraiment utiliser les résultats de la mission et de continuer cette concertation et cet échange citoyen dans la durée. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour... Oui, Marina. Oui, je me permets une dernière intervention juste pour, au nom de tout le groupe non élu, en fait, remercier tous ceux qui se sont joints à nous ce soir et continuer à faire vivre le débat là, avec d'autres questions, d'autres moments. C'est le meilleur honneur que vous puissiez faire au travail qui a été fait par tous les non élus. Et voilà, je voulais juste remercier tous ceux qui étaient venus au nom de tout ce groupe-là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci vraiment en plus pour tout votre travail à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente soirée et puis donc à bientôt.